Le fait de conneries, il y avait une grosse chance pour ça. C'est pas faisable là. Il y a eu ça, différentes choses que je retransmets. Avec. J'avais essayé de faire ça en plan. Les Men in Black. JK. Un générique. Une date de 97. Très connoté. Je connais. J'ai décidé de faire une grosse lecture. Je vais diffuser sur la politique des extraterrestres. Et ceux qui viennent vachement en paix. Ouais, vous voyez, les apparences sont trompeuses. Mais bon, le reste. Les excuses, c'est ça. Bon, un beau générique. Alors, je vais sortir ma grosse bible. Intéresse à moi. Il y en a un autre. On a récupéré quand j'avais 6 ans. Avec un film qui s'appelle T-Rex. Je suis sorti, il y avait un vrai sorte de T-Rex. Comme ça. On a eu 30 000 retournements de situation. Jusqu'à la cassette à cassette A. 30 000 unième. Avec le commandeur d'Interpol, Europol, qui refondait bien. Là. On a pris des dispositions de là-dessus. C'est bien. Et voilà. B13. Même qu'à arriver. Ce livre est dédié à l'Uchronie, sans laquelle rien n'aurait été possible. Notion d'Uchronie. Pour le coup, c'est Kay. Ah bah moi je balance hein. J'ai vu le générique. Je peux pas m'en empêcher. Zazos, ultra bloqué, Zazos, ultra bloqué. Bon, moi je... Le soleil droit et brûlant parmi le ciel d'un bleu suspect, sans un nuage, achevait de se projeter à travers la lentille de la loupe du gamin et faisait brunir dans une odeur âcre et organique la tête de la sauterelle. L'enfant tint un peu plus fort entre ses ongles la carapace stridulée qui tentait de s'échapper, lui broya le thorax et regarda en gloussant la purée de ses organes internes s'échapper et goûter de l'insecte. Puis il déposa le petit cadavre près de ses semblables et l'aligna soigneusement. Malcolm traîna un peu la toile de sa salopette sur le sol, avança à quatre pattes vers les herbes jaunies piquées devant lui et attendit ses yeux à l'affût. Il s'apprêtait à débusquer une autre sauterelle, mais il sourit en apercevant de longues petites pattes noires qui tricotaient dans sa direction. Il tendit un doigt vers le faucheur, qui amorça une procédure de fuite, en vain. Ouais, il y a les cheveux de mer qui sont psioniques qui m'ont vu parler à un faucheur dans mes toilettes, qui pue parce que Vénus a sauté. J'ai eu des réflexes, je l'ai retourné, ça fait 16 secondes de... La NASA vient de confirmer, sûr. Par rapport à Guillaume Musso, c'est un livre. Il en existe d'autres.
sais que j'ai été Benito Musso. Vini, c'est un pseudo. C'est un symbole du fascisme à protocoline. LinkedIn, Twitter, des choses comme ça. C'est la nomenclature socio-professionnelle. Il y a des choses, des choses. Puis il déposa le petit cadavre près de ses semblables et l'allumia soigneusement. Voilà. Malcolm traîna un peu la toile de sa salopette sur le sol, avança à quatre pattes sur les herbes venues, piquées devant lui et attendit ses yeux à l'affût. Point. Il s'apprêtait à débusquer une autre sauterelle, mais il sourit en apercevant de longues pattes noires qui tricotaient dans sa direction. Il tendit un doigt vers le cocher, qui amorça une procédure de fuite en vain. Malcolm le souleva hors du sol et se redressa, secouant ses cheveux blonds dans un bruit de bouche. Puis il arracha très vite, comme un pétale d'une fleur, l'une des pattes du faucheur. Point. Enfin, il laissa la bestiole filiforme chuter sur la terre ocre et l'y écrasa longuement du bout de sa chaussure. Point. La créature recroquevillée ne formait plus à présent qu'une petite boule noire. Point. Malcolm fit quelques pas, scruta l'horizon, il n'avait pas changé. Point. Toujours cette poudre brûlée parsemée d'une acné d'air, n'attendant plus que quelques degrés pour flamber. Point. Un chien de prairie émergea un peu plus loin et se terra aussitôt. Point. L'enfant extirpa un pétard de sa poche, gratta une allumette, la mèche siffla. Il envoya l'explosif se perdre au-dessus de lui, les yeux rivés sur le tube d'un rouge délavé qui tournoyait. Point virgule. Malheureusement, soit que la mèche fut trop longue, soit qu'il eut mal calculé son tir, le pétard rebondit sur son front, ricocha sur l'une de ses pommettes, avant d'éclater juste en dessous de son menton. Malcolm cria et porta sa main à sa gorge. Point. Ses oreilles tintaient. Point. Le carton du pétard lui avait égratigné le cou. Point. Réprimant un sanglot, il tourna sur ses pieds, renifla et se mit en route vers sa maison. Point. Le vieux Tony soupira. C'est le nom, Tony, d'ailleurs, d'un revendeur d'armes qui est sur le terrain dans le coin. Que plusieurs fois, il a averti des gens que pas avoir des maladies de partout et se ramener vers lui. Hein. Tony, c'est référentiel, il est aussi là-dedans. Un personnage, c'est son père. C'est compliqué. Ah, on court. Là, il y a Mike dans le coin. Qu'est-ce qu'il a à faire à l'orthodoxe? Le vieux Tony soupira et prit place derrière son client. Son tablier noir et blanc, pendant des bretelles jusqu'aux genoux, avait été trop amidonné malgré ses instructions. Il craquait un peu. Le vieux coiffeur se promit de disputer Maria lorsqu'il la verrait. Alors, Mr. Hostings, quoi de neuf? On attend le boisson. Oh, vous savez, Tony, je profite du bon temps. À chaque jour suffit sa paye. Le salon était calme, les sièges plus vides que pleins, et de la musique tournée, science pressée, en fond sonore. Un vieux standard américain que le coiffeur avait déjà trop entendu pour y prêter attention. Le ventilateur grinçait un peu, la vitre devant laquelle était assis le client était légèrement sale. Vraiment, Mr. Hostings, répondit machinalement le coiffeur. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais que vous me rafraîchissiez un peu tout ça. Tony hocha la tête dans le miroir et se pencha au-dessus de son petit meuble blanc pour se saisir de ses instruments. Il fait la barbe en interrogation. Ma foi, pas petit. Il étala une épaisse couche de crème sur les bajoux du broquier.
Il se retourna vers l'une des clientes qui lisait sous un séchoir, les cheveux pleins de papillotes d'aluminium, un vieux numéro de America Today. Tout va bien, Mrs. Goldstein? Oh oui, tout va bien, Tony, répondit l'intéressé. Le vieil homme soupira et brusquement tressaillit. Il mit un temps à comprendre ce qu'il avait surpris. Là, dans le miroir qui reflétait son image, celle de son client et de son magasin, ainsi qu'un peu de la rue, un type se tenait devant sa vitrine et les regardait. Le coiffeur n'osa pas se retourner, préféra concentrer ses pensées sur le rasoir qu'il avait dégainé de son fourreau et qu'il entreprit d'appliquer le long de la gorge de son client. L'autre attendait, immobile ou presque. C'était un sale type, avec une tête qui n'y revenait pas. Il avait l'air vieux, pensa le coiffeur. Comme il vérifiait à nouveau dans le miroir, d'un coup d'œil furtif, le vieil Italien se demanda si l'homme était malade. Il titubait derrière la vitre, sans pour autant paraître vouloir tomber. En fait, son oscillation était presque régulière, comme si le type avait du mal à tenir en place. Hé, Tony! Le gros client s'était violemment débattu sur sa chaise. Le vieux coiffeur reprit ses esprits et fut déconcerté en découvrant la légère estafilade qu'il avait tracée sur la joue de Mr. Austin. Il n'avait jamais coupé quelqu'un auparavant. Pas une fois en 40 années de métier. Là, t'excuses, l'application d'un petit pansement. C'est très léger, je vous rassure. Faites attention, enfant, grogna malgré tout le gros homme. La porte tinta. Malcolm courut à travers le magasin de son grand-père, la main sur son cou, ensanglanté. Ce petit con a encore fait des siennes, dit-il, en exclamation. Jura Tony en soupirant encore. Puis sa tête reprit sa place, à ce miroir, et il constata par la même occasion que l'inconnu derrière sa vitre avait disparu. Le révérend Farquet, qui était un relativement jeune révérend au vu de sa quarantaine débonnaire, parcourait l'avenue principale de Saint-Amand, 1800 âmes à peu près, ses pensées oscillant alternativement pour des idées qu'il avait eues la veille pour son prochain sermon et la marque de cigarettes qu'il allait acheter comme chaque jour au General Store de Hyde. Il épusta un peu son complet noir, tripota son col blanc. Tandis qu'il franchissait les 20 derniers mètres, l'ecclésiastique rencontra le regard d'une femme d'une soixantaine d'années qui lui emboîta vivement le pas. Révérend Farquet, pour l'exclamation. Miss Holloway, gémit l'homme en effrancé forçant de sourire. La femme déjà entamait son discours, sans autre préambule d'autant. Faut que vous s'amener ces petits, mon révérend, et vous écouteront, vous, en exclamation. Elle faisait référence à ses deux petits-enfants qui n'étaient pas vraiment les siens. Dewey et Frank, 8 et 11 ans, avaient perdu leurs parents dans l'incendie accidentel de leur ferme. Frank en conservait la trace sur la moitié de son visage. La petite vieille esselée les avait recueillis et tentait depuis de les élever dans l'amour du Seigneur. Qu'ont-ils fait cette fois? En interrogation demanda Farquet. Je les ai surpris en train de... Vous savez. Elle fait un vague geste de la main. Farquet ne savait pas. Qu'il se livrait à l'énémisme en interrogation. Ça a déjà été dit plein de fois. C'est véniel pour notre reine majestueuse Vatican. C'est une interrogation constante chez les grands-parents. Miss Holloway hocha violemment la tête et se signait. Le révérend soupira. Il était inutile de discuter de cela avec la vieille fille. Il lui promit de faire quelque chose. Il reprit sa route après maintes politesses. Tandis qu'il parvenait à hauteur du salon de coiffure de Tony, l'ecclésiastique nota quelque chose d'inhabituel. Un homme se tenait devant la vitrine. Il regardait visiblement vers l'intérieur. Son visage n'inspirait guère confiance. À 3 reprises, sa mâchoire s'abaissa et claqua en se refermant.
Encore un camé, dit le révérend en le dépassant. L'homme d'église tourna dans une rue transversale et pénétra directement dans le General Store. Ike, dans son habituel treillis militaire, se tenait derrière son comptoir, une revue entre les mains. Salut mon révérend, qu'est-ce que ce sera? Pour l'interrogation. Parker s'avança vers le comptoir. Il jeta un coup d'œil machinal aux alentours. Rien n'avait changé. Les étalages du General Store se remplissaient au fur et à mesure de la disparition des produits, mais c'était toujours les mêmes. Vous vous êtes enfin décidé pour la Smith? En interrogation. Ike faisait référence à la carabine qui traînait au milieu de la douzaine pendue juste derrière lui. Depuis plusieurs mois, le patron essayait de convaincre Parker de la nécessité de se procurer une arme pour se défendre. Mais le révérend hésitait. Il ne chassait pas et après la guerre, les fusils lui avaient laissé un mauvais goût en bouche. Ike, stupidement, persistait à vouloir lui vendre une arme. L'ecclésiastique avait néanmoins réussi à le convaincre à plusieurs reprises que s'il fallait très justement craindre la colère de Dieu, ses serviteurs en ce bas monde n'avaient pas forcément à jouer le pistolet. Vous exagérez toujours tout, avait dit Ike. Cette fois-ci, le pasteur se contenta de feindre de ne pas avoir entendu la question. Une cigarette, Luke Strike, dit Farquet. Très référentiel. Ike se refrogna. Il avait de Luke Strike. Mais il n'aimait pas beaucoup en vendre parce qu'il y avait un indien sur la proche du paquet. Vous savez, avec tous ces wakos, oui, on a 35 millions d'anneaux de Nibelungen pour assurer l'usuel. C'est bien le point. C'est une méthode. C'est précis dans ce que je fais. Vous savez, avec tous ces wakos, c'est un terme. Je vous aurais prévenu, mon révérend. Le pasteur Parker hocha la tête et prépara sa monnaie, tandis que l'autre lui tendait ses cigarettes. Ça, je l'ai donné au petit génie. Petit génie devenu banco. D'ailleurs, vous avez vu ce type qui rôde depuis ce matin pour une interrogation? Là, il s'engueule. Celui qui est devant chez Tony pour une interrogation. Je ne sais pas si on parle du même, mais j'ai vu un étranger. Il était là, dehors, tout à l'heure, à dévisager mon magasin pendant quelques minutes. Au début, j'ai pas vu sa figure. Je croyais qu'il regardait mon affiche sur la porte. Mais je suis sorti pour arranger quelque chose sur les présentoirs. Dehors, je suis comme pour dire rentrer dans un drogué, c'est sûr. Peut-être un Indien, mais qu'il soit un peu trop pâle. Pas un Mexicain. Ok. J'ai pas aimé comme il me regardait. C'était des yeux vitreux, même s'il avait l'air de réfléchir. Il bredouillait aussi quelque chose d'incompréhensible. Ça sonnait comme des injures. Alors je lui ai dit de déguerpir. Je sais même pas s'il parle américain, mais ça au moins il a compris. Tandis qu'il racontait, Ike s'était regonflé peu à peu. Il acheva son anecdote sur un éclat de rire. La narration de quelque chose de nouveau était un peu rare à son émona. Même si les parasites, comme s'il aimait les appeler, n'y manquaient pas. L'homme d'église fit mine de sourire pour abréger l'entretien et remonta sa monnaie. La Remington serait peut-être plus votre style. Très référentiel. Réussit à placer Ike en désignant la carabine juste en dessous de la Smith & Wesson, tandis que Parker franchissait le pas du magasin. Merci, dit le révérend en déchirant le paquet de ses cigarettes. L'espace d'un instant, il imagina Ike gravant la croix sur la croche d'une arme pour la pâter. Puis il chassa rapidement cette pensée, exécuta un rapide salut avec son chapeau et sortit.
Le pasteur Farquhar consulta sa montre à gousset, obsolète, mais il lui trouvait un certain cachet. Il sut souvent qu'il devait rendre visite à la veuve Thornbull, qui habitait quelques mètres seulement de là. Il franchit un petit portail noir, traversa un minuscule jardin piqué de rosiers et frappa à la porte de la vieille dame. Qui est-ce? Point d'interrogation. Entendit-il grincer derrière le panneau de bois massif. Révérend Farquhar. Aussitôt, la veuve Thornbull s'empressa de le faire rentrer et de prendre son chapeau. Elle avait déjà préparé du café frais et des petits gâteaux. C'était l'une des petites vieilles aisées du coin. Son mari était mort en héros lors de la Première Guerre mondiale. Par son sacrifice, il avait permis que toute son unité survive. Certains d'entre eux étaient encore à présent vivants et envoyaient à la veuve de quoi subsister en plus de sa pension de l'État. Première Guerre mondiale, ce qu'il y a, c'est Scarface. Al Capone, stable, hein, c'est lui qui dirige New York. Hein. Il est carré comme ça. On voit des de New York là. Et moi j'ai un peu de baguette. Hein. C'est un peu compliqué la politique des gangsters de la mort. Hein. C'est par rapport à Mr. Pink. Des réservoirs Dogs. Qui apparaît aussi dans une BD concernant Al Capone. Très avantageux parce qu'il dit Chicago, déjà il avait fait un plan de paix. Il était presque arrivé à la paix. Il aurait pu. Et c'est Elliot Ness qui a fait chier. Ça c'est sûr. Hein. Elliot Ness, tout déglingue, hein, c'est un fou dangereux. C'est Harvey Dent. C'est le même. District Attorney Harvey Dent à New York. Voilà. Par rapport à Batman. C'est le moins pire. C'est ça et Dortail, Antiquity, 50-50, 50-50. Je lui ai piqué sa façon de faire les choses. Assez étonnamment, Harvey Dent. Tout le monde l'aime. Tout le monde veut quelque chose comme un 50-50. Là, il y a Harvey Dent. Ah, je suis assez fan, hein, quelque part. Je faisais des sketchs un peu là-dessus quand j'étais gamin. Par rapport aux cartes Magic. Une des cartes tragiques depuis que le maître Hades m'a permis de reprendre la licence. Il y en avait 20 000 qui s'étaient suicidés. Hein. Étudiants, sur leur piquer leur paquet. Les règles de la 4ème édition, c'était nul. Et dans Fallout, bon, les cartes magiques sont tragiques. Il y a Morté qui est dans le coin de temps à autre. C'est l'histoire d'une tête en enfer. Hein. C'est une histoire à la base. Qui apparaît aussi dans Planescape 2.Torment. Compliqué. Par rapport aux 150 000 unième des mondes de l'Inferno. Stable, hein, c'est Sylvain Berger. Et Julien Berger également. Alors, c'est un pseudo cyber, enfin, Sylvain Berger, le pauvre. Il était très bien vu malgré tout par les petits vieux. Ah, il avait les clés de la ville des petits vieux, il avait reçu. C'est passé un truc de fou, ça c'est son affaire par la possédée. Encore 10 sauvetages. J'avais remarqué que le mec qui bossait pour la CIA à un moment, là, par rapport à ses ordinateurs, c'est Pierre Berger. C'était son mec, là, son serveur, quand je bossais dans le cybercafé. Il a repris son nom de famille, il l'a fait quitter. À un moment, j'étais le seul aussi à avoir un ordinateur avec un alien dessus. C'est moi qui en avais acheté un, c'est M. Berger qui me l'avait vendu. Ça reste. J'ai peu bossé pour M. Berger, honnêtement. Je sentais qu'il y a quelque chose qui avait mal tourné. Il y avait un odeur de mort autour de lui. C'était pas de la dégueulasse. Je sentais le coup venir. Je me suis barré. Mais après, j'ai fait ma pièce sur Che Guevara. Ernesto Guevara, qui est un opérateur de la mort. On a trouvé le code la dernièrement. C'est des codes à trouver.
Les mauvais jeux de mots. Et mon voisin du Tchuk est régulièrement évoqué dans Starship Troopers et dans Futurama. Le montage est fourni au micro percé unique, ils sont dans le coin. Faut voir avec les Lamentins. Ce sont eux qui assez étonnamment ont repris. Matt Groening, c'est un pseudo que je me suis payé parce que le vrai dans le Tracy Ullman Show, c'était Tracy Ullman elle-même. Elle était morte, hein. Donc le pseudo Matt Groening date de moi. Ça date quand je suis aux États-Unis, c'était il y a longtemps. J'ai repris une partie des épisodes des Simpsons, des choses comme ça. C'est pas une question d'argent en elle-même, en soi. Hein. Ça me rapporte rien. Les Lamentins, ils sont autofinancés. Alors c'est assez connu, ils supportent pas quelque chose comme la censure. Dans South Park, on les voit de temps en temps, surtout dans Family une fois. Ils sont extrêmement précis. Ils ont des boules avec tous les éléments et on ne peut pas leur en enlever une seule. Alors ça a fait que Family Guy, tout de même, pendant 8 années, hein, il a été déprogrammé, Family Guy. D'après le sketch I Need You, voilà. Que même les juifs en eux-mêmes, ça les faisait plutôt marrer cette histoire. Il y a un mec qui a fait chier. Et donc, moi j'ai remplacé Seth Green. Par rapport au Green, au Slurm, comme ça. Ouais, ça existe aussi dans Futurama. Ouais, ça fait ça. Hein. Parce qu'il y a le Orangina rouge, l'Orangina jaune. Ah, il est là, l'Orangina rouge. Ah, il est comme ça, hein. Il aime pas certaines choses, comme les ogres, les ogrins, les ogresses et les ogrines. Et ça, hein. Le slurm, c'est le vert. Bon, c'était par rapport à ce green. Et Little Greenback aussi. Donc ça s'était transmis à Mr. P. C'est ça. Tout le reste, je garde pour remettre en main propre. Bonjour.